Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui. Alors, c'est pas un DRH, ce n'est pas un chef d'entreprise, non, c'est un personnage, vous allez le découvrir dans quelques instants, à la vie, au destin, à l'engagement fort et particulier. Marc Verrillotte, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, à votre place, là, il y a des patrons, des DRH, des décideurs, je vous vois sourire. Marc Verrillotte, vous sortez un livre au cœur du raid. Vous avez été un homme du raid, un homme d'élite. Et vous le racontez parce que vous racontez votre vie dans ce livre. Livre écrit avec Karine Ben Ismail, qui est un journaliste de l'équipe, qui est un spécialiste des grands entretiens. Et dans ce livre, vous racontez votre parcours. Je voudrais juste commencer par la fin du livre. Parce que là, vous êtes en civil. Quand on vous voit dans le livre, on va vous découvrir dans votre tenue, les gilets pare-balles, l'équipement. Bon, voilà, ça pose un homme. À la fin, on vous voit sur une photo devant votre casier. Vous avez le sourire et vous avez votre bazar accumulé sur 20 ans de vie, 25 ans de vie. Cette photo, je la trouve dingue parce que c'est le moment où, comme beaucoup de salariés, on plie le bureau, on range la photo de famille et on tourne la page d'une vie entière. Il y a une vie après le raid ? Bien sûr, et cette photo dont vous parlez, là, c'est un moment de transmission, en fait, parce que tous mes montages explosifs, sur la fin, j'étais spécialiste explosif et dépiégeage d'assaut. On fait des pré-montages qu'on modifie de manière spécifique devant le problème à vaincre, mais ce moment-là, j'avais dans les bras de quoi ouvrir une quinzaine de portes. C'est de l'explosif, vous avez dans les bras. Oui, c'est ça. Je l'ai retransmis à des plus jeunes. Mais je vous la pose vraiment avec beaucoup de sérieux, c'est-à-dire que c'est le cas du groupe d'excellence et le RAID, et vous faites partie de ces hommes. On prépare sa reconversion ou pas, comme les sportifs de haut niveau qui vous disent tout d'un coup, j'étais plus dans les stades, j'avais plus cette espèce d'énergie incroyable qui me portait, parce que l'adrénaline, elle est dans votre livre, elle est partout. Il faut être concentré, il y a beaucoup d'énergie. Comment on bascule dans, j'allais dire, une vie normale ? Alors, cette histoire de reconversion, j'avais déjà vécu, moi, puisque j'ai été international de judo pendant 5 ans. Quand j'ai basculé ensuite au RAID, on me posait déjà cette question, est-ce que ça te manque pas, le sport ? Non, j'ai tourné la page parce que j'ai tourné la page facilement, parce que je me suis replongé dans d'autres objectifs, avec d'autres compétences à travailler. Donc je me suis investi avec la même intensité. Et puis quand j'ai quitté le RAID, c'est pareil, je me suis reconverti en conférencier sur la gestion du stress. Bon, j'avais évidemment là aussi beaucoup de travail à faire pour être au niveau. Et donc j'ai pas l'impression d'avoir... on parle des fois de petit enterrement quand on parle de retraite. Ouais, la même pas du tout ma sensation. C'est pas ça. Non, parce que j'ai tourné la page, j'ai orienté mes objectifs différemment. Ça demande autant de travail et d'investissement sur soi. Donc, non, je... En un mot, parce que je vais dire un tout petit passage, page 26, où vous racontez, vous étiez là au moment de l'hypercachère, on se souvient de ces attentats terribles de 2015, l'explosion de la porte, on va en parler, puis il y avait Mohamed Merah un peu avant. C'est quoi les deux qualités nécessaires pour être un homme ? Parce que vous avez fait de la formation, vous avez accompagné des équipes en Afghanistan et un peu partout dans le monde. Quelles sont les deux qualités qui font que vous êtes un homme du RAID, reconnu comme un homme du RAID? Je pense que la capacité de concentration, là vous me parliez tout à l'heure de reconversion, c'est un petit peu ça aussi, c'est savoir cloisonner. Quand j'étais sportif de haut niveau à 100%. Quand je suis passé au RAID, j'étais RAID à 100%. Être dans le présent, c'est-à-dire quand on agit, on est dans le présent. Oui. C'est ça. Et pareil en famille, quand tu quittes le RAID pour le soir rejoindre ta famille, si tu n'es pas à 100% dans ta famille, eh bien c'est un divorce assuré assez vite. Et... Oui, ça vole souvent, il y a des couples qui explosent. Oui, dans la police, oui. Tous ces boulots de passion où la passion risque de te rattraper et de te priver de ton investissement familial, il y a des choses qu'il faut savoir cloisonner. Et voilà, quand face à l'hypercachère, évidemment qu'on a besoin de 100% de ses capacités. Et si 10% est resté à la maison avec ses problèmes avec ses enfants ou son épouse, c'est 10% qui va nous manquer pour vaincre la situation. D'autant que pour être précis, on se souvient de ces images incroyables des hommes qui ouvrent la porte centrale. On voit un de vos collègues de la BRI, je crois, qui prend une balle et qui va reculer sous l'effet de la balle. Vous êtes, vous, sur le côté et vous dites dans le livre, et c'est là où on voit la précision et le travail de l'entraînement, la porte, elle est bizarrement foutue, elle est spéciale, elle est blindée, on ne connaît pas. Et il faut en 2 secondes que vous trouviez le bon mélange d'explosifs
Pour réussir à la... Ça, c'est incroyable, ça. Oui, cette porte, tout le monde pensait qu'elle était impossible à ouvrir parce qu'elle était tirante. C'est pas facile avec de l'explosif de faire un effet tirant. Et puis, évidemment, elle était calculée pour ne pas s'ouvrir puisque derrière, il y a la réserve de marchandises. Donc, c'est une cible pour les cambrioleurs. Donc, nous, c'était un problème. Et pourtant, il faut l'ouvrir à la seconde parce que si vous échouez, derrière, le terroriste a tout son temps pour éliminer. C'est 26 otages, c'est beaucoup. Oui, qu'on voit d'ailleurs dans les photos, parce qu'il y a beaucoup de photos de vous qui balayent votre parcours. Le parachutisme, parce que vous en parlez longuement, parfois on fait un peu les fous, on s'enroule les pieds, on est récupéré par un collègue. Enfin, vous avez une vie quand même de hors norme, hors du commun, de dingue. À 100%, à fond. Vous êtes très souriant et très détendu, mais vous avez vécu des aventures hors normes, vous en avez conscience. Ouais, je pense, parce que, bon, alors c'est sûr, c'est une histoire d'élite, puisque quand la population a un problème, elle appelle la police. Quand la police a un problème, elle appelle le RAID. Donc forcément, on se doit de cumuler plusieurs spécialités. Le groupe est compétent, il est fait d'hétérogénéité. On doit balayer tout un grand espace de problématiques. Il faut être très complet, l'explosif, le parachutisme, les armes, parce que vous êtes très précis, vous donnez les armes avec lesquelles vous allez partir, les pistolets de secours. Juste ce petit passage, puis après on va basculer quand même sur un sujet, je dirais presque métaphorique au monde de l'entreprise, parce que il y a de la solidarité, il y a de l'amitié, il y a de la fidélité. On sert. Et parfois, on ne retrouve pas toujours ces valeurs au sein des groupes dans les entreprises. Là, dans ce passage, il est assez incroyable. Je m'apprêtais, je vous cite, je m'apprêtais à expliquer qu'il serait plus sûr de me faire passer un miroir ou une fibre optique. Je resitue, c'est l'appartement Mera. Il s'est calfeutré. Il a déjà tiré plusieurs fois sur vos collègues. Une balle, d'ailleurs, a touché la fesse du capitaine. Je n'ai pas eu le temps de parcourir les 20 cm qui me séparaient de mon abri. Mera m'épiait à travers un trou dans sa porte, créé par les précédents coups de feu. J'étais resté plus de 2 heures dans ce renfoncement, sans parler, ni faire aucun bruit. À peine le bout de mon canon du calibre 12 mm dépassait-il, mais la séquence funeste avec la femme sur le palier me sera fatale. Mera m'épiait et me guettait. Vous êtes touché et blessé. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là ? Alors, en effet, alors que je ne m'y attendais pas, je prends une balle au milieu du front dans le casque. Le casque arrête la balle, mais ça me fait basculer sur l'arrière. Ça me sauve la vie parce que la deuxième balle qui arrivait pleine gorge, finalement, me frappera à l'arrière de l'omoplate. Oui, alors bien sûr, nous, notre boulot, c'est d'essayer d'automatiser le maximum de comportements pour ensuite avoir dans la tête le plus de place possible pour l'imprévisible. Mais le problème, c'est que prendre des balles, on ne peut pas s'y entraîner, parce qu'un automatisme, on sait ce que c'est, que ce soit un automatisme de pensée émotionnelle ou physique, ça on sait pas, il faut le répéter. Et donc, heureusement, on ne le reçoit pas souvent. Donc forcément, quand ça, c'est nouveau. Ces balles, c'est nouveau. Et pendant un certain temps, sous l'escalier, j'ai pas su rester dans l'intervention. J'ai eu un réflexe d'enfant d'aller toucher ce que je sentais du sang, l'impact. Je me dis, mais je suis touché, mais comment ça se fait que je vais bien ? Et j'ai mal à l'épaule, mais je vais bien. Et en fait, c'est un appel radio d'un de mes camarades qui dit, Marc est touché, il faut aller le chercher. Et c'est ça qui m'a ramené à l'intervention. Et tout de suite, j'ai prévenu qu'en effet, j'étais touché, mais qu'il fallait pas venir me chercher pour ne pas passer devant la zone dangereuse et que j'allais m'exfiltrer seul. Quand vous êtes face, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu des photos là, tout à l'heure qui sont passées, je crois qu'elles ont été dévoilées. Alors en tenue d'apparat, vous avez été décoré de la Légion d'honneur. On voit une photo avec Bernard Cazeneuve, on vous voit avec Nicolas Sarkozy, on vous voit avec toutes les autorités et ministres de l'Intérieur. Ça, c'est celle où vous êtes en tenue d'apparat. Quand vous avez des entreprises qui font appel à vous, je vous trouve rock là aujourd'hui. Je vous trouve. C'est quoi ? C'est aussi l'idée de faire un peu un pas de côté sur le personnage que vous êtes, où on demande de la rigueur, du respect, de l'autorité. Là, vous êtes devenu un personnage plus rock quand même, plus bikers. Pour les conférences, je mets un costume en règle générale. Ouais. Là, pour la vie de tous les jours et pour la communication autour du livre, je reste naturel. C'est vous, ça. Mais on est bien obligé de s'adapter un petit peu dans les endroits où tu t'immerges. Non, pour les conférences, je mets un costume et ça marche très bien aussi. Face aux entreprises, parce que l'entreprise, c'est des batailles aussi, ce sont des guerres économiques, on se livre des batailles, il y a de la concurrence, il faut gagner des marchés, puis même parfois à l'intérieur des entreprises. Quand même, le slogan, enfin la baseline, pour utiliser un mot d'entreprise, du RAID, servir sans faillir. Ça fait quand même rêver, ça, les DRH, quand ils vous entendent parler de cette force-là.
Ce qu'ils entendent, c'est une retransmission de compétences, une retransmission d'expérience. Voilà. Entre le sport et le raid, la nuisance du stress, je connais bien. C'est-à-dire qu'en règle générale, on est égal à nous-mêmes le lundi, le mardi, le mercredi. Mais quand un gros moment de stress arrive, ça peut être un danger, comme nous on a vécu, mais c'est le même mécanisme, en tout cas c'est le même mécanisme interne, que ce soit le stress en entreprise ou le stress de guerre ou le stress de sport. Eh bien, souvent, face à ce stress, nos capacités physiques, psychiques et techniques s'effondrent. Alors que normalement, le stress devrait faire l'inverse, devrait nous donner des ailes. Le plus souvent, il nous plombe. Et donc, cette expérience-là, moi, je sais la gérer. Je sais la gérer. C'est plusieurs petits points qu'il faut surveiller. Et c'est cette expérience-là que je retransmets aux entreprises et aux gens. On a compris qu'il y avait un énorme travail de préparation, comme pour un sportif. Il répète des milliers de fois son geste pour que le jour d'une compétition nationale ou internationale, il soit là. Mentalement, comment on s'y prépare? On s'isole, on fait le vide, on a des méthodes de méditation, de respiration. Comment on atteint le maximum pour être à 110%? C'est d'abord l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement, on doit le faire de manière aussi proche possible que l'intervention ou la compétition. Ça veut dire qu'en faisant ça, nos automatismes, qu'ils soient physiques, techniques ou même psychiques, c'est nos automatismes de pensée et émotionnels, eh bien, sont bien travaillés. Si vous ne le travaillez pas dans les mêmes conditions d'investissement, ça ne fonctionnera pas. L'automatisme n'arrivera pas. Et donc, la première chose à faire, c'est de s'entraîner dans les conditions de l'épreuve. Et comme ça, on a un bagage d'automatisme opérationnel. Ça, c'est vrai dans le sport, le judo, mais c'est vrai, évidemment, dans les entraînements du raid. Oui, on répète inlassablement la manière dont on va aborder l'objectif, la manière dont on va tirer, les armes utilisées. Et on essaie de s'y croire le plus possible. Le groupe formation fait en sorte, rajoute du bruit, rajoute de l'imprévu, rajoute de l'inconfort, rajoute... tout ce qui viendrait polluer et vous déstabiliser de manière... Et vous, votre boulot la crise, que ce soit en entreprise ou au raid, c'est de l'imprévisible. Et si on ne s'entraîne pas au quotidien à l'imprévisible, on ne peut pas être prêt le jour J à gérer de l'imprévisible. Donc on gère, nous, de l'imprévisible au quotidien. Et comme ça, on est prêt. Pardonnez-moi, Marc Vériotte, mais est-ce que la vie vous semble quand même plus fade que lorsque vous étiez dans la tenue? Il y a une autre image de vous, qui est la photo de la couverture du livre. D'ailleurs, on vous voit évidemment avec le casque, des armes, le micro, il y a une gilet pare-balles, enfin, il y a l'équipement. Ça, c'est cet équipement-là. Quand même, on est entre nous. Est-ce que la vie vous semble un peu plus fade? Non, franchement. Vraiment? Non, parce que je pense que les stress sont différents. Les enjeux sont différents. Mais tout le reste, le mécanisme interne, moi je vais vous dire, par exemple, j'ai des adolescents à élever, eh bien j'ai libéré avec mes camarades des otages de manière plus aisée que d'élever mes adolescents. Aujourd'hui, je fais des conférences, c'est pas si simple. Parler devant une trentaine de pères Dieu, c'est pas naturel. Dans la nature, c'est pas bon signe. Oui, ça c'est vrai. Dans ce que vous faisiez auparavant, vous aviez rarement l'occasion de pouvoir vous exprimer comme ça, comme vous le faites, parce qu'il est souvent masqué avec un casque. Mais on comprend votre discours, c'est chaque moment de la vie, mais vous êtes toujours dans le présent. Quand il s'agit d'élever ses enfants, il faut les élever. D'ailleurs, vous racontez des scènes de la vie, et notamment un moment qui a été très douloureux pour vous, ce forcené du Blanc-Ménil. Alors, les médias s'en sont emparés, mais on s'en souvient plus. Et puis, vous dites, et ça c'est intéressant aussi quand on le repositionne par rapport au management et aux ordres, vous dites, on est nous, des techniciens sur le terrain, prêts à opérer. On est face à nous à un homme qui a 52 ans, qui a divorcé, qui est armé jusqu'aux dents, qui n'a plus rien à perdre, qui a fait sortir son chat pour pas qu'il soit tué. Donc on voit où il veut aller. Et vous recevez un ordre à 2h du matin. Vous êtes fatigué la veille, vous n'avez pas dormi. Vous avez fait 2 heures sur le canapé dans votre pavillon pour pas déranger les enfants et votre femme. Et là, on vous dit, il faut y aller. Et vous dites, vous regardez et vous dites, c'est pas possible, on peut pas le faire. Ça pose la question de l'ordre, la manière dont on donne des ordres. Ça, c'est intéressant, ça. Alors nous, en effet, au cœur de l'action, on essaie d'être insensible aux émotions parce que je vous dis, il y a un travail à faire. On doit se concentrer sur la tâche
technico-tactique, et les émotions, les pensées, le passé, tirer des leçons du passé, tracer des lignes d'avenir. Ça, c'est au briefing et au débriefing. Au cœur de l'action, il faut se concentrer uniquement sur le présent. Alors bien sûr, nous, on a une vision qui est un petit peu différente de celle du poste de commandement, parce qu'on ne ressent pas exactement les mêmes choses quand on est à 1 mètre d'une arme braquée ou quand on est à 10 mètres. Mais ce jour-là, vous êtes traversé par le doute malgré tout. Vous dites, c'est pas possible. Bien sûr, parce que des fois, on nous donne la consigne, il faut se lancer, donner l'assaut parce que les choses vont dégénérer, les postes de commandement ont des informations, et nous, des fois, on reçoit des ordres comme ça, qui ne sont pas faciles à gérer après coup. Au cœur de l'action, on y va. Vous agissez. On fait le travail. C'est après que... Après coup, on se pose des questions. Parce que, bien sûr, des fois, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a des décalages. Et vous allez y aller, il faut être précis. Là, oui, bien sûr, on y a été, malgré la bouteille de gaz qui a failli exploser. C'est la chance qui a fait qu'elle n'a pas explosé. Elle a fait chalumeau, elle a brûlé plutôt qu'explosé. Donc des fois, en effet, ça passe près. Il n'y a pas que les stress des balles qu'on prend. Des fois, ce sont des balles qui s'arrêtent dans la porte, comme ce jour-là aussi. Pendant qu'on était en train d'ouvrir la porte, il a tiré et la balle n'a pas traversé. Et c'est aussi des fois des bouteilles de gaz qui n'explosent pas et qui brûlent à la place. Voilà, il y a différents stress comme ça qui sont difficiles à gérer. Il faut lire ce livre parce que c'est quand même le parcours aussi de quelqu'un qui est dans l'élite et dans l'excellence. C'est quoi votre vie dans les 10 années à venir? On a compris que vous aviez aussi envie de passer du temps avec votre famille parce qu'on n'en a pas beaucoup quand on est au RAID. On s'y consacre corps et âme. Mais au-delà de ça, c'est quoi, Marc Verrillotte? C'est rentrer dans une entreprise, c'est apporter sa valeur ajoutée, parce que toutes les valeurs que vous portez, les entreprises rêvent d'avoir des collaborateurs, des cadres comme vous. Oui, moi je crois en l'élitisme, je crois à la promotion au mérite, je crois aux grandes écoles, je crois au partage des compétences, des connaissances. Je pense que quand on a un vécu qui a été riche en expérience, on doit le retransmettre aux plus jeunes pour que la société évolue dans le bon sens. Et pour moi, je suis attaché à retransmettre toutes ces compétences. Et en effet, au niveau des valeurs, les valeurs d'investissement, les valeurs de cohésion, parce qu'il n'y a pas de réussite autre que collective. Je pense que toute la société, on voit de temps en temps, est un petit peu malade par rapport à ça. On voit que l'aspect collectif est en train de s'effondrer, l'aspect formation est en train de s'effondrer, et l'aspect valeur est en train de s'effondrer. Valeur, ça veut dire valeur pour ne pas... pour ne pas être corrompu, pour ne pas rester droit, pencher sur ses intérêts individuels, mais rester sur des intérêts collectifs. Toutes ces valeurs-là, il est temps de resserrer les boulons. Si vous n'aviez pas été, ma question va vous sembler sotte, mais si vous n'aviez pas été un des hommes d'élite du RAID, vous auriez été quoi? Qu'est-ce que vous auriez fait dans votre vie? On a compris que vous aviez eu une carrière de très haut niveau dans le judo. Vous auriez été quoi? Prof, instructeur, éducateur, professeur en Seine-Saint-Denis? Je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que je me serais investi à fond. Parce qu'en fait, mes enfants pensaient qu'à l'âge de la retraite, là, ça y est, on allait pouvoir acheter un chien et prendre plaisir un petit peu. Et en fait, j'y arrive pas. Ah, vous n'y arrivez pas. Vous voyez que vous répondez à ma question. C'est quoi? Vous êtes hyperactif? Vous êtes toujours avec... C'est quoi qui définit... J'ai du mal à faire... Bon, toute ma vie, au RAID, on ne peut pas être à 75%, parce que le voyou en face, lui, il est à 100%, il est même parfois à plus. Et il vous attend. Il prend des drogues, voilà. Bon, nous, on doit être à 100%, et quand finalement, tu as eu l'habitude de t'investir à 100% dans ta carrière sportive, c'est pas à 57 ans que je vais changer, et ce qui me motive, moi, c'est la performance, et puis essayer d'être le meilleur possible. J'ai du mal à être tranquille dans mon canapé. C'est sûr que c'est une vie ébouriffante, époustouflante, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous venez sur des plateaux de télévision, vous allez à la rencontre des cadres, des managers, pour aussi leur apporter ce que vous avez appris sur les valeurs, parce que je pense que c'est intéressant de garder ces valeurs, servir sans faillir, je le redis, les valeurs du RAID. Merci Marc Verrillotte, lisez ce livre au cœur du RAID, édition Les Arènes, je n'avais pas cité l'éditeur, c'est important de préciser que c'est l'éditeur, avec Karim Ben Ismail, qui est un grand reporter à l'équipe. Lisez ce livre. Alors à la fois, il y a multiples détails. Il y a aussi pas mal d'émotions dans ce que vous racontez, dans l'amitié aussi, la fraternité. Il y a les interventions, il y a les coulisses, bien sûr, avant, pendant, après. Et puis il y a les ressorts des opérateurs. Puisque avec mon regard de préparateur mental, j'ai essayé de décrypter nos comportements, nos motivations.
mais aussi, pas que nos joies, mais aussi nos tristesses, nos peurs et un peu de nos colères. La vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on est un homme du raid. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de Smart Job. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va faire écho avec la préparation mentale. Les tests de personnalité, ça marche pas, c'est efficace. On en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi.